Avril 1945. Berlin n'est plus qu'un champ de ruines sous les obus soviétiques. À ce moment précis, Adolf Hitler disparaît définitivement de la surface du globe. Les derniers faits vérifiés le placent dans le bunker de la chancellerie. Autour de lui, ses derniers fidèles observent l'effondrement total du Troisième Reich. Les murs tremblent, le béton se fissure. Depuis cet instant, la certitude n'existe plus. Tout ce que nous savons repose sur des témoignages fragmentés, des preuves altérées et des versions manipulées. Pourquoi la vérité reste-t-elle introuvable? La réponse est simple. Trop de puissance avait intérêt à brouiller les pistes. Pendant des décennies, les agences de renseignement et les experts médico-légaux ont multiplié les explications contradictoires. On parle de suicide, de crémation immédiate ou de disparition des restes. Mais rien ne concorde. Ni les analyses dentaires, ni les archives secrètes du KGB, ni les théories de fuite vers l'Amérique du Sud ou l'Antarctique n'ont permis de classer le dossier. À première vue, un suicide dans un bunker. Mais en réalité, un puzzle impossible à résoudre. S'agissait-il d'une opération de camouflage à grande échelle? Hitler est-il vraiment mort à Berlin? Ou le plus grand criminel du XXe siècle a-t-il réussi à s'évaporer sans payer pour ses actes? 29 avril 1945. Les bombes soviétiques pulvérisent le centre de Berlin. À l'image, des décombres et une fumée noire qui recouvrent la ville. À l'intérieur du Führerbunker, l'ambiance est glaciale. Ce jour-là, Adolf Hitler épouse Eva Braun lors d'une cérémonie civile improvisée. 24 heures plus tard, le couple est mort. Les témoins de ces derniers instants décrivent une scène d'horreur. Heinz Linger, le valet personnel du dictateur, est le premier à entrer. Il pousse la porte du bureau privé. L'air est irrespirable. Sur la bande sonore, on imagine le silence après le coup de feu. Hitler est assis, une balle dans la tempe droite. À ses côtés, Eva Braun ne présente aucune blessure apparente. Seule une odeur persistante d'amandes amères flotte dans la pièce. C'est le signe caractéristique du cyanure. C'est ici que la version officielle commence à se fissurer. La situation s'est accélérée. Otto Günscher, l'aide de camp de Hitler, reçoit l'ordre de brûler les corps. Il sort les cadavres dans la cour de la chancellerie. Le feu prend, mais les preuves s'envolent avec la fumée. Ainsi s'est ouverte la plus grande énigme du siècle. 20 avril 1945. Les murs du bunker tremblent sous les obus soviétiques. À l'intérieur, les témoignages s'accumulent, mais ils ne s'emboîtent pas. L'aide de camp personnel et l'opérateur radio Rochus Mich racontent la même scène. Pourtant, les détails divergent. Mich décrit des odeurs de poudre et des bruits de pas qui ne correspondent pas au récit des autres gardes. Était-ce l'effet du traumatisme et du chaos ambiant? Ou ces hommes cachaient-ils une vérité plus sombre? Comment ont-ils géré les corps? La question reste sans réponse claire. Hitler avait laissé des ordres précis. Ces restes devaient être totalement détruits. Il refusait de subir le sort de Benito Mussolini, dont le cadavre avait été pendu et profané par la foule en Italie. À l'image, 2 hommes transportent des couvertures vers la sortie. Linger et Gwensch affirment avoir déplacé les corps dans le jardin de la chancellerie. Ils disent avoir versé des bidons d'essence avant d'allumer le feu. Pendant 3 heures, sous un déluge d'artillerie, ils auraient entretenu un bûcher improvisé au fond d'un cratère de bombes. À première vue, un protocole respecté. Mais, en réalité, un défi technique impossible. Le problème est mathématique. Dans le Berlin assiégé de 1945, le carburant était plus rare que l'or. Les experts légistes modernes sont formels. Une crémation en plein air ne peut pas détruire totalement un corps humain. Pour réduire des os en cendres, il faut des fours industriels montant à plus de 1000 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Mais ce n'était que le début des doutes. Pourquoi tous les témoins disent-ils la même chose? Ces hommes n'étaient pas libres. Ils ont tous été interrogés par le Smersh, le service de contre-espionnage soviétique. Cette organisation utilisait des méthodes brutales pour obtenir les aveux souhaités. La chronologie interpelle les historiens. Les dépositions n'ont pas été prises sur le vif, mais des mois ou des années plus tard dans les prisons soviétiques. La cohérence des récits est suspecte. Normalement, face à un choc violent, la mémoire humaine se fragmente, les versions divergent. Ici, chaque témoignage semble répété, calibré, presque théâtral. On voit sur les rapports, chaque virgule semble à sa place. Tout le monde décrit exactement la même séquence, dans le même ordre, sans aucune nuance. Le tribunal de l'histoire attendait des preuves, il n'a reçu que des scripts. 30 avril 1945. Berlin brûle. À l'intérieur du bunker,
Tout s'enchaîne avec une précision mécanique, le mariage express, le testament rédigé à la hâte, le suicide par balle et par cyanure, la crémation immédiate dans le jardin de la chancellerie. Cette synchronisation frise la perfection. Trop parfaite pour être spontanée. Pourquoi l'épreuve semble-t-elle si bien orchestrée? La réponse courte est simple. Les Soviétiques avaient besoin d'un dénouement indiscutable. Les services secrets de l'armée rouge affirment avoir fouillé le cratère. Ils disent y avoir trouvé des restes dentaires. Käthe Heusmann et Fritz Echtmann, les assistants du dentiste personnel du Führer, sont emmenés sur place. Ils identifient formellement les bridges dentaires. Mais un détail technique cloche. Les bridges sont isolés, séparés de tout fragment de mâchoire. À l'image, un schéma anatomique montrant une dentition humaine. Lors d'une crémation, même partielle, les dents restent soudées à l'os maxillaire. Cette séparation physique suggère une manipulation humaine. Quelqu'un a disposé ces éléments au fond du trou comme des pièces à conviction prêtes à être découvertes. Heusmann et Echtmann subissent des interrogatoires séparés. Ils n'ont pas accès aux dossiers médicaux originaux. Pourtant, leurs témoignages concordent au millimètre près. Ils connaissaient chaque recoin de la bouche de leurs patients. Mais ils savaient aussi une chose vitale. Leur survie dépendait de la satisfaction des enquêteurs russes. Sous la pression, la mémoire devient malléable. À première vue, une preuve scientifique solide, mais en réalité, un aveu obtenu sous la contrainte. Le dossier semble se refermer en 2017. Philippe Charlier, expert légiste français, annonce avoir authentifié les restes. Son étude paraît dans une revue médicale européenne majeure. Le débat semble clos, définitivement. Mais les faits sont plus complexes. Charlier n'a pas touché les restes originaux. Il a travaillé à partir de photographies et de fragments sélectionnés par les autorités russes. Aucun test ADN n'a été pratiqué sur les dents. Son analyse repose uniquement sur une comparaison morphologique avec des radiographies de 1944. La précision est troublante, mais elle souligne un risque majeur. Quiconque voulait fabriquer des preuves avait accès à ces mêmes radiographies. La technologie dentaire des années 40 permettait de créer des répliques exactes si l'on possédait les moules originaux. La situation a empiré en 2009. Un test ADN sur le crâne conservé depuis des décennies dans les archives soviétiques change tout. Le résultat tombe. L'os appartient à une femme âgée de 20 à 40 ans. Sur le rapport, on lit « échantillon non compatible ». Cette découverte pulvérise la crédibilité des preuves russes. Si les Soviétiques se sont trompés aussi lourdement sur le crâne, le reste du matériel devient suspect. L'erreur laisse place au doute sur une falsification délibérée. Staline a orchestré le silence. Il a transformé la mort de son ennemi en un outil politique. Pour le dictateur soviétique, maintenir le mythe d'un Hitler fugitif était une arme. La manipulation ne faisait que commencer. Ainsi s'est achevée la certitude scientifique. 9 jours après la mort officielle d'Adolf Hitler. Le monde occidental célèbre la fin du dictateur. Les journaux affichent la victoire en gros titres. Mais à Moscou, le ton est différent. Dans le secret d'un bureau, Staline s'adresse à Harry Hopkins, l'envoyé spécial du président Truman. Sa déclaration est brutale. Hitler n'est pas mort. Il se cache quelque chose. Était-ce la paranoïa d'un dictateur isolé? En réalité, non. C'était le calcul froid d'un homme disposant de rapports que personne d'autre ne possédait. Pourquoi le Kremlin a-t-il nié l'évidence? Ils avaient les preuves entre les mains, mais la vérité ne servait pas leurs intérêts. Le 9 juin 1945, une conférence de presse bascule dans l'irréel. Le maréchal Georgi Zhukov prend la parole devant les journalistes internationaux. Sa voix est ferme. Il affirme que le cadavre d'Hitler n'a jamais été retrouvé. Il refuse de confirmer son décès. À l'image, les visages des correspondants étrangers se figent. La confusion est totale. Pourtant, quelques semaines plus tôt, les troupes soviétiques avaient elles-mêmes identifié les restes dentaires du dictateur dans les ruines de Berlin. Les médecins légistes avaient déjà rendu leur verdict technique. Les dossiers étaient classés, mais ce n'était que le début d'une manipulation à grande échelle. Ces contradictions n'étaient pas des erreurs de communication. Il s'agissait d'une opération de désinformation orchestrée par les services secrets et le Kremlin. La stratégie de Staline était purement machiavélique. D'un côté, les Soviétiques verrouillaient les preuves physiques dans des coffres sécurisés. De l'autre, ils alimentèrent les rumeurs de survie à travers le monde. À première vue, un doute légitime, mais, en réalité, une arme politique. Lors de la conférence de Potsdam, Staline passe à l'étape supérieure. Il s'assoit en face de Truman. Il le regarde dans les yeux et lance une hypothèse précise. Selon lui, Hitler s'est enfui.
Les destinations citées sont l'Espagne ou l'Argentine. Les diplomates notent chaque mot. Ces déclarations sont enregistrées dans les comptes rendus officiels de la conférence. Le but était clair: maintenir l'Occident dans un état d'alerte et de doute permanent. Tant que le corps n'était pas officiellement reconnu par Moscou, le spectre du nazisme pouvait encore servir de levier diplomatique. La machine de propagande s'était mise en marche. Les faits ont laissé place au brouillard médiatique. Ainsi s'est installée l'incertitude sur la fin du Troisième Reich. 23 juillet 1945. C'est à cette date que la délégation américaine reçoit une information officielle du Kremlin. Hitler se serait enfui. La nouvelle fuite immédiatement dans la presse internationale. Staline vient de planter la première graine d'un complot qui va durer des décennies. Pourquoi entretenir le doute sur un sujet aussi crucial? La stratégie est profonde, mais la réponse est simple. Maintenir le mythe d'Hitler vivant servait les intérêts de Moscou. À l'image, les troupes soviétiques patrouillent dans Berlin. Tant que le leader nazi est potentiellement en vie, il incarne une menace permanente. Cela justifie la présence militaire de l'armée rouge en Allemagne de l'Est. À première vue, une simple rumeur. Mais en réalité, une arme de déstabilisation massive. Staline utilise ce flou pour attaquer l'Occident. Il suggère que les gouvernements occidentaux cachent le dictateur ou collaborent avec des fugitifs nazis. La méfiance s'installe partout. Pendant que le monde doute, les soviétiques lancent l'enquête la plus exhaustive de l'histoire. Nom de code, Opération Mythe. Staline donne l'ordre directement. Les chiffres sont massifs. 800 interrogatoires, des milliers de documents saisis, une analyse médico-légale de chaque fragment trouvé dans le bunker. Pendant 4 ans, une unité spéciale du NKVD travaille dans l'ombre. Ils rédigent un dossier de 413 pages. Ce document secret contient plus d'informations que n'importe quelle archive occidentale. On y trouve des photos des restes carbonisés, des analyses dentaires chirurgicales et une chronologie minute par minute des derniers jours du Führer. Mais ce n'était que le début de la manipulation. Le document le plus révélateur est une note manuscrite de Staline. Il écrit en marge du rapport final « Archives spéciales ». Ne pas diffuser. Le leader soviétique détient la vérité matérielle, mais il décide que le monde ne doit rien savoir. Pour garder le secret, le système broie les témoins. Oysaman et Echtman identifient les restes dentaires d'Hitler. Leur récompense? Les camps de travail en Sibérie. Ils ne sont pas punis pour trahison envers le Reich, mais pour leur mémoire. Ils restent emprisonnés pendant 10 ans, le temps que leurs témoignages perdent toute valeur aux yeux de l'opinion. La situation a empiré pour les chercheurs. Le contrôle sur les preuves physiques est total. Les soviétiques bouclent le secteur du bunker pendant des années. Aucun occidental ne peut approcher. Chaque fragment d'os, chaque objet personnel et chaque papier part directement vers des centres classifiés à Moscou. À l'image, les murs du bunker sont repeints. En 1950, quand l'accès est enfin autorisé, le site est méconnaissable. Les sols ont été changés, les murs nettoyés. Toute preuve médico-légale a été effacée. La désinformation devient un art. Le Kremlin produit 3 versions différentes de la mort d'Hitler. Une pour les gouvernements alliés, une pour la population russe, une troisième pour les médias mondiaux. L'objectif est clair, saturer l'espace pour qu'aucune vérité ne devienne définitive. En 1968, le journaliste Lev Bezymensky publie « La mort d'Adolf Hitler ». Le livre affirme que le dictateur s'est empoisonné au cyanure. Cela contredit tous les témoignages précédents sur le coup de feu dans la tête. On découvrira plus tard que le Kremlin a dicté chaque ligne. Il fallait brouiller les pistes une fois de plus. L'erreur était interdite pour le KGB. En 1970, Yuri Andropov prend la décision finale. Les fragments d'os et les dents conservées depuis 25 ans sortent des coffres secrets. Les agents les emmènent dans une forêt isolée. Tout est incinéré. Les cendres sont jetées au vent. Ainsi s'est achevée la traque physique. Les restes ont disparu de la surface de la Terre. Seul le dossier de Staline est resté dans l'ombre des archives. 5 avril 1970, près de Magdebourg. Les agents du KGB déterrent les restes du dictateur. Ils brûlent tout. Les cendres sont jetées dans l'Elbe. Il ne reste plus rien. Aucune analyse médico-légale indépendante n'est désormais possible. Pourquoi une telle destruction? Le Kremlin invoque la peur d'un pèlerinage nazi, mais la réalité est ailleurs. C'est une opération de nettoyage chirurgical. À première vue, un simple protocole de sécurité. Mais en réalité, une manipulation historique totale. Comment l'Union soviétique a-t-elle réussi à effacer les preuves? Le secret réside dans le chaos.
Les documents déclassifiés après la chute du régime révèlent l'ampleur du mensonge. Moscou n'a pas seulement modifié les faits sur la mort de Hitler. Ils ont créé une matrice de désinformation. Ce modèle servira pendant des décennies pour d'autres crises mondiales. La mort du Führer a servi de laboratoire pour les techniques de guerre psychologique de la guerre froide. On voit à l'image des dossiers rouges empilés dans des archives sombres. Ces papiers prouvent que les théories du complot ne sont pas nées par hasard, elles ont été fabriquées par l'État. Staline a créé un mystère artificiel pour diviser l'opinion occidentale. Il a compris une chose essentielle. Contrôler l'information est plus puissant que de contrôler un territoire. L'erreur était interdite pour les soviétiques. Ils devaient verrouiller le récit. Mais un détail hante encore les historiens. L'existence des doublures. Une question demeure, qui est vraiment mort dans le bunker? Pendant les derniers mois du conflit, Hitler utilise plusieurs sosies officiels. L'objectif est simple, éviter l'assassinat. Ces hommes sont sélectionnés pour leur taille et leur visage. Ils apprennent à marcher comme lui. Ils imitent ses tics et ses colères. On les voit lors d'événements publics sans importance, tandis que le vrai dictateur reste caché sous terre. Sur les photographies d'époque, on distingue deux noms, Gustav Wehler et Heinrich Bergner. Ils sont les doubles les plus crédibles. Wehler était un acteur professionnel avant la guerre. Il maîtrisait l'art de l'imitation. Bergner était un fonctionnaire du parti. Il a subi une chirurgie esthétique mineure pour parfaire la ressemblance. La situation s'est accélérée à la fin du mois d'avril 1945. Les deux hommes disparaissent des registres officiels simultanément. Les familles n'ont jamais reçu d'avis de décès. Aucun corps n'a été rendu pour une sépulture. Au même moment, la santé physique de Hitler s'effondrait. Ces tremblements étaient prévisibles par tous. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le doute était semé pour l'éternité. L'histoire s'est arrêtée là, entre les flammes et les archives brûlées. 20 mars 1945. C'est la date de la dernière apparition publique confirmée d'Adolf Hitler. Sur les images, il passe en revue un groupe de la Hitlerjugend. Mais ce film pose un problème majeur. Les analyses modernes révèlent des anomalies frappantes. Pourquoi ce film semble-t-il truqué? La réponse tient en un mot, la supercherie. Le doute s'installe dès les premières secondes. À l'image, un homme voûté, le teint livide, la main gauche tremblante. Ces symptômes sont connus. Mais pour un sosie entraîné, ils sont faciles à simuler, voire à exagérer. Les mesures anthropométriques ne collent pas. La taille de l'individu filmé ne correspond pas exactement à celle du dictateur. Les mouvements de sa main droite sont différents des enregistrements précédents. Plus étrange encore, l'homme évite de montrer le côté gauche de son visage. C'est là que se trouvait la cicatrice distinctive du Putsch de Munich de 1923. Le bunker de Berlin devient le théâtre d'une mise en scène chirurgicale. Les preuves médico-légales sont contradictoires. Sur le canapé du suicide, les techniciens prélèvent des taches de sang. Les rapports médicaux du Reich sont clairs. Hitler était du groupe A. Pourtant, les analyses soviétiques sont formelles. Le sang retrouvé appartient au groupe B. Cette divergence figure dans les rapports internes, mais le public n'en saura jamais rien. À première vue, un suicide documenté. Mais en réalité, une scène de crime nettoyée. Un autre détail interpelle les experts. L'absence totale d'organes internes dans les restes calcinés. Une crémation en plein air, telle que décrite par les témoins, est toujours incomplète. Elle aurait dû laisser des fragments de tissus mous. Ces tissus auraient permis de confirmer la présence de cyanure par toxicologie. Il n'y a rien. Les corps semblent avoir été préparés spécifiquement pour effacer toute trace biologique compromettante. En 2009, l'affaire bascule de nouveau. Un crâne identifié comme celui de Hitler par les soviétiques est analysé. Le verdict tombe. C'est le crâne d'une femme. Si l'identification du chef est fausse, tout le reste s'écroule. Cela suggère l'utilisation de plusieurs cadavres pour saturer la scène. Eva Braun pourrait-elle aussi avoir été remplacée par l'une des nombreuses jeunes employées de la chancellerie disparues durant le chaos final. On voit alors le rôle des derniers fidèles sous un autre angle. Linge et Günche, les deux hommes les plus proches du Führer, sont au cœur du dispositif. Eux seuls pouvaient distinguer l'original de la copie. Dans ce scénario, ils ne sont plus des témoins du suicide. Ils deviennent les architectes d'une exfiltration. La logistique était complexe, mais dans les ruines de Berlin, le camouflage était une arme. L'histoire officielle s'est figée sur des cadavres anonymes. 22 heures de chaos total à Berlin. Martin Bormann occupe une position unique. Il contrôle chaque accès au bunker et filtre chaque information destinée à Hitler. C'est l'homme idéal pour coordonner une substitution de corps au dernier moment. Son propre destin reste un mystère.
En 1972, un corps est découvert. En 1998, les analyses ADN confirment son identité. Mais un problème subsiste. Comment le corps est-il arrivé à cet endroit précis? Pourquoi a-t-il été enterré avec un tel soin? Pourquoi Bormann aurait-il risqué sa vie pour un cadavre? La réponse est simple. Le chaos était un outil. La crémation a duré 3 heures. C'est le créneau parfait pour un échange. À l'image, le ciel de Berlin est noir de fumée. Les bombardements soviétiques font trembler le sol. Dans cette confusion, un petit groupe de comploteurs évacue le vrai leader et dépose un double. La fumée et les explosions servent de couverture naturelle. Personne ne peut voir ce qui se passe réellement dans les jardins de la chancellerie. À première vue, les rapports soviétiques sont formels. Mais en réalité, les médecins légistes ont noté des anomalies graves. Les premières notes mentionnent des différences de taille et de constitution physique. Le corps retrouvé est plus petit. Sa structure osseuse est plus légère que celle de Hitler. Ces faits disparaissent des rapports officiels définitifs. Quelqu'un a nettoyé les dossiers. Les preuves contradictoires ont été supprimées méthodiquement. Le silence visuel est total. 0 photo, 0 film. C'est une rupture brutale avec les habitudes nazies. Ce régime documentait tout, des rituels occultes aux exécutions de masse. Pourtant, il n'existe aucune image des corps de Hitler et d'Eva Braun avant ou pendant la crémation. C'est une omission inexplicable. Plusieurs officiers de haut rang assistent à la scène, mais personne ne sort un appareil photo. La situation s'est accélérée. Hitler change de comportement. Les témoins décrivent un homme résigné, mais obsédé par un détail, la destruction totale de sa dépouille. Il exige que rien ne subsiste. Cette obsession dépasse la simple peur de la profanation. C'est la réaction type d'un homme qui veut effacer toute trace biologique pour valider une supercherie. Si le corps disparaît, le doute s'installe. Les preuves dentaires semblent solides, mais elles ont une faille. Les ponts dentaires de Hitler étaient des dispositifs amovibles. Ils pouvaient être retirés facilement. Un comploteur a pu les placer dans la bouche d'un sosie après la mort. Une identification basée uniquement sur des prothèses, sans os mandibulaires rattachés, n'est pas une preuve absolue. C'est une manipulation technique possible. L'erreur était interdite. La piste mène vers le sud. L'Argentine n'était pas seulement une terre d'accueil pour les fugitifs, c'était une base arrière préparée depuis des années. En Patagonie, les ombres du Troisième Reich commencent une nouvelle vie. Ainsi s'est achevée la version officielle. Une machine de protection industrielle. Voilà ce qu'était le réseau destiné à accueillir les hiérarques du Troisième Reich. Les filières d'évasion entre l'Europe et l'Amérique du Sud n'étaient pas des itinéraires improvisés après la défaite. C'étaient des réseaux établis alors que les combats faisaient encore rage. Dès l'année 1943, Juan Domingo Perón planifiait déjà l'arrivée des nazis en Argentine. 2 ans avant la fin de la guerre, les fondations étaient posées. L'opération affichait une sophistication redoutable. Comment ont-ils réussi à tromper le monde entier? La réponse se trouve à Rome. Monseigneur Krunoslav Draganović, depuis la confrérie de San Girolamo, coordonnait la production de faux documents officiels. Ces papiers portaient les sceaux authentiques du Vatican. Les fugitifs recevaient des identités neuves, appuyées par des registres de baptême falsifiés remontant à plusieurs décennies. Ce n'étaient pas de simples passeports de fortune. C'étaient des biographies complètes, histoire familiale, diplôme, parcours professionnel. Tout était cohérent. En 1950, Adolf Eichmann débarque en Argentine. Ces documents le présentent comme Ricardo Clément, un technicien en télécommunications né en Autriche. Pendant 10 ans, il mène une existence banale dans la banlieue de Buenos Aires. Il travaille pour une entreprise allemande et élève ses enfants. Le soir, il retrouve ses anciens camarades. Ils discutent de politique et partagent leur nostalgie du Reich dans des réunions régulières. Son arrestation par le Mossad en 1960 a brisé le décor. À l'image, on ne découvre pas un fugitif terré dans une cave, mais un homme installé, soutenu par une organisation aux ressources illimitées. Le docteur d'Auschwitz, Joseph Mengele, est arrivé avant lui. Son installation est encore plus spectaculaire. En plus des papiers officiels, on lui fournit une maison et un poste dans une entreprise pharmaceutique. Il intègre la haute société de Buenos Aires. On le voit à l'opéra, dans des soirées mondaines ou des conférences académiques. Il se mélange à l'élite intellectuelle argentine. Personne ne soupçonne son identité réelle. À première vue, un bourgeois respectable. Mais, en réalité, un criminel de masse en liberté. Erich Priebke a choisi Bariloche. Il y devient un pilier de la communauté allemande locale. Durant près de 50 ans, il vit au grand jour.
Il dirige une école, participe à la vie associative et correspond avec d'autres ex-nazis dispersés sur le continent. Son cas prouve une chose, ces hommes ne vivaient pas dans la terreur d'être démasqués. Ils possédaient des garanties de protection totale. Ils menaient des vies productives et paisibles. L'infrastructure de soutien était immense. L'Argentine possédait des bureaux d'immigration dans plusieurs villes d'Europe. Des agents formés y triaient les candidats. Les ingénieurs, les scientifiques et les administrateurs passaient en priorité. Le régime péroniste avait aussi des quotas pour les chefs politiques. Leur expérience en organisation et en propagande était jugée utile pour l'État. Les archives déclassifiées du FBI contiennent des centaines de rapports. On y parle de visions supposées d'Adolf Hitler en Amérique du Sud. Beaucoup de témoignages sont écartés, mais certains détails exigent une attention sérieuse. Le cas de Philippe Citroën est le plus marquant. Ce n'était pas un mythomane en quête de gloire, c'était un marchand allemand avec des contacts vérifiables en Colombie et en Argentine. Citroën a fourni des preuves concrètes aux services de renseignement. L'histoire ne faisait que commencer. 1954. C'est la date à laquelle Philippe Citroën brise le silence face aux services secrets américains. Il ne propose pas de simples rumeurs, il apporte des preuves, des photographies, des adresses précises et des noms de contacts influents. Citroën affirme avoir rencontré un certain Adolf Schuttelmeier dans une colonie allemande près de Tuna, en Colombie. Pourquoi cet homme vivait-il caché? La réponse est dans les détails. Il résidait dans une ferme sous haute surveillance, protégé par des gardes armés. Son quotidien était réglé comme une horloge, de longues marches solitaires et des sessions de lecture en allemand. Citroën fournit une photo. On y voit un homme d'âge moyen avec une moustache, assis sur le porche d'une maison de campagne. Sur l'image, la qualité est brute, mais les détails frappent à l'œil. La posture du corps, la forme exacte de la moustache. On remarque surtout ses mains, des doigts longs, et ce qui ressemble à une cicatrice sur le dos de la main gauche. Ce sont les traits caractéristiques de Hitler. Citroën n'a jamais cherché la célébrité. Il a déposé son rapport aux autorités américaines, puis il a disparu des radars. Pas de livres, pas d'interviews rémunérées, pas de quête d'argent. Son comportement est celui d'un témoin sérieux, pas d'un imposteur. À la même époque, les mouvements de sous-marins intriguent les analystes. Les U-530 et U-977 arrivent en Argentine après la capitulation. Officiellement, ils se rendent, mais les registres de cargaison mentent. Le U-530 prétend ne transporter que des cigarettes. Pourtant, l'équipage a brûlé tous les documents de navigation avant d'entrer au port. Le U-977 arrive avec des réserves de nourriture colossales, bien supérieures aux besoins d'un trajet normal. À l'image, les côtes désertes de Patagonie. C'est ici que les traces se perdent. Dans la région de Bariloche, les infrastructures interrogent. L'Hacienda San Ramón n'est pas une simple villa, c'est une forteresse, des murs en béton armé, des systèmes de communication de pointe, des tunnels souterrains relient les bâtiments entre eux. Plus loin, près de la frontière chilienne, le domaine d'Inalco est encore plus complexe, inaccessible par la route. On n'y arrive que par les airs ou par un sentier de montagne secret. La propriété dispose d'une piste d'atterrissage privée, de générateurs autonomes et de bunkers capables de résister à des bombardements. Ce n'est pas une maison de vacances, c'est un centre de haute sécurité pour un fugitif de premier plan. Les témoignages locaux s'accumulent durant les années 50 et 60. Catalina Gomero, employée de maison, raconte avoir servi un homme âgé, traité avec une déférence absolue par les autres résidents allemands. L'homme ne parlait jamais au personnel. Il lisait des journaux allemands arrivant par valise diplomatique. Un détail dérange les sceptiques. Il mangeait de la viande alors que Hitler était végétarien. Mais à 60 ans, en exil et sans suivi médical strict, ses habitudes alimentaires ont pu changer par pure nécessité. À première vue, une simple fuite désorganisée. Mais, en réalité, une opération logistique massive. Les archives de la CIA mentionnent l'opération Paperclip South. Ce programme coordonnait la réinstallation de personnels techniques allemands en Amérique du Sud. Mais les documents suggèrent une mission plus large. Elle incluait des protocoles pour protéger des leaders politiques jugés utiles contre le communisme soviétique. Pendant ce temps, l'argent circule. Les banques suisses, gestionnaires des finances du Reich, maintiennent des liens étroits avec les institutions argentines. Des transferts de fonds réguliers alimentent des comptes spécifiques à Buenos Aires. Ces capitaux servaient à maintenir un train de vie de ministre en plein désert. Le dossier reste classé. Les preuves photographiques et les structures de béton sont toujours là. L'histoire s'est arrêtée là, dans le silence de la cordillère des Andes. 70 ans de silence.
C'est le temps qu'a duré le financement occulte des exilés allemands en Argentine. Les transferts d'argent ne se sont pas arrêtés en 1945. Ils ont continué jusque dans les années 70. À cette époque, la plupart des fugitifs étaient déjà morts ou capturés. Mais les comptes bancaires restaient actifs. Pourquoi maintenir ces flux financiers si tard? La réponse est simple. Il fallait entretenir un État dans l'État. En Argentine, la communauté allemande ne partageait pas seulement des souvenirs. Elle formait un bloc monolithique, une cohésion sociale absolue. À l'image des bibliothèques privées remplies d'ouvrages interdits en Europe. Dans les salons, on célébrait les dates officielles du Troisième Reich. Les écoles privées enseignaient une version révisée de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas du folklore, c'était une infrastructure de sécurité opérationnelle. Pour un fugitif de haut rang, ce réseau offrait une protection totale. Mais ce n'était que le début. La véritable zone d'ombre se situe beaucoup plus au sud, 1938. L'Allemagne lance l'expédition polaire la plus mystérieuse de l'histoire. Officiellement, le navire MS Schwabenland cherche une base pour la chasse à la baleine. En réalité, ces hydravions dorniers cartographient 600 000 km² de glace. Ils larguent des drapeaux nazis tous les quelques kilomètres. Ils revendiquent un territoire, la Nouvelle Souabe. La caméra survole des plaques photographiques d'époque. On y voit des zones de faible épaisseur de glace. Les relevés révèlent une activité géothermique. Des courants d'eau chaude créent des microclimats habitables sous la surface. Pour Berlin, ces découvertes dépassent largement l'industrie de l'huile de baleine. C'est un avantage stratégique majeur pour une guerre mondiale imminente. À première vue, une mission scientifique, mais en réalité, une opération de génie militaire. Le capitaine Alfred Richer commandait l'expédition. Son journal personnel est resté secret pendant des décennies. Ses notes décrivent des éléments absents des rapports officiels. Il mentionne des cavernes souterraines gigantesques, des tunnels naturels s'enfonçant sur des kilomètres sous la calotte glaciaire. Richer écrit avoir vu des formations architecturales d'origine inconnue. On entend le bruit d'une plume sur du papier. Richer note l'emplacement de dépôts de ravitaillement secrets. Ces coordonnées ne figurent que sur des cartes classifiées. Elles n'ont jamais été partagées avec la communauté internationale. Les effectifs à bord interrogent. Les ingénieurs allemands n'étaient pas des biologistes marins. C'étaient des experts en construction souterraine et en système de ventilation industrielle. Leurs rapports techniques ont été saisis après la guerre. On y trouve des études sur la viabilité de structures permanentes en milieu polaire. Les plans montrent des installations autonomes capables de fonctionner pendant des années. La situation est devenue suspecte. Les archives de l'Ahnenerbe, l'organisation ésotérique de la SS, ont révélé le projet Ultima Thule. Les documents sont fragmentaires mais explicites. Ils mentionnent la base 211, une installation antarctique autosuffisante utilisant l'énergie géothermique. Les croquis détaillent des laboratoires de haute technologie, des zones résidentielles, des ateliers de développement pour des armements avancés. Tout était conçu pour une rupture totale avec le monde extérieur. Heinrich Himmler lui-même avait créé une division spéciale de la SS dédiée exclusivement à ce projet. Le plan était simple. Construire un sanctuaire là où personne ne pourrait le bombarder. Ainsi s'est achevée la préparation de l'ultime refuge. 1942. C'est l'année où le commandement nazi active une unité de recherche ultra secrète. Son nom de code, Ahnenerbe Forschungsgruppe. Pourquoi créer une telle division en plein conflit mondial? Le Troisième Reich voulait plus que des armes conventionnelles. Il cherchait une rupture technologique totale. La mission était claire. Cette unité devait se consacrer exclusivement à l'exploration polaire et à l'étude des phénomènes anormaux. À l'image, des hangars isolés et des laboratoires souterrains. Berlin a recruté les meilleurs scientifiques du pays pour ce projet. Le régime leur a donné des ressources illimitées. L'argent et les matériaux n'étaient plus un obstacle. Ces chercheurs travaillaient sur des concepts radicaux. Ils étudiaient les énergies alternatives et la propulsion électromagnétique. L'objectif était de concevoir des moteurs capables de fonctionner sans aucune goutte de carburant fossile, plus de pétrole, plus de charbon, uniquement de l'énergie pure. Mais ce n'était que le début. À la fin de la guerre, un phénomène étrange apparaît dans le ciel européen. Les pilotes alliés les appellent les Foo Fighters. À première vue, des reflets ou des illusions d'optique, mais en réalité, des engins physiques qui défient de toutes les lois connues. Les rapports de vol s'accumulent sur les bureaux du renseignement. Les pilotes décrivent des objets en forme de disque. La caméra enregistre des points lumineux qui suivent les bombardiers. Ces objets affichent des capacités techniques impossibles pour l'époque. On parle d'accélérations instantanées,
de changements de direction à angle droit sans ralentir. Les vitesses enregistrées dépassent tout ce que les ingénieurs alliés peuvent imaginer. La situation a empiré quand les rencontres sont devenues quotidiennes. Sur les enregistrements radio, on entend la panique des équipages. Les objets s'approchent à quelques mètres des ailes, puis disparaissent en une fraction de seconde. L'erreur était interdite pour les services secrets. Ils ont commencé à compiler les témoignages les plus précis. Les rapports les plus détaillés provenaient des unités de reconnaissance expérimentale. L'histoire s'est figée sur ces dossiers classifiés.